nous sommes dirigés par, non pas par la droite gaullienne ou la gauche marxiste, non, mais par l'extrême centre. Vous savez cette formule que j'aime bien répéter, l'extrême centre, pour dénoncer. Voyez le cynisme de ceux qui font passer leur extrémisme par une modération. Fragment de Hölderlin. Des héros, je pourrais en nommer et passer sous silence la plus belle des héroïnes. Dont les cadavres jonchent les plages de Turquie ou de Méditerranée du Sud ou du Nord ou des îles grecques. Quand je pense que toute l'Europe connaît le nom de Navalny, cette espèce de crapule raciste, xénophobe qui parle des Tchétchènes comme des insectes et des cafards qu'il faudrait écraser du talon. Le prolétaire, son plus grand désir, c'est de sortir de la dèche. C'est pas que tout le monde y rejoigne. Ah non, vous croyez qu'un capitaliste est un riche, vous n'avez rien compris. Les deux producteurs éloignés se retrouvent au milieu, au marché. Le marché, la vitrine, la partie qu'on montre et donc qui n'est pas la vérité. Et vous verrez qu'il ne faut jamais confondre la vitrine et l'arrière-boutique, celle où on produit, celle qu'on cache, le monstrueux, l'obscène. Non, il faut regarder Berlin-Ouest. La vitrine de l'Occident qu'on montrait aux populations qu'on avait rasées. Il y a d'abord une question de Frédéric. Il fait allusion à nos efforts de transmission. Il dit « travail de pensée et de partage dans leur inextricable vérité ». J'ai beaucoup aimé la formule. Je ne suis pas là pour faire de la littérature, mais je trouve que c'est très pertinent en termes de contenu, pas seulement de forme. Pas travail de pensée et de partage dans leur inextricable vérité. Vous admirerez la tension qui se joue rien que par le rapprochement de deux mots qu'on n'a pas coutume de fusionner ainsi par le lien de l'épithète à son substantif, n'a pas inextricable vérité. En général, la vérité, elle est claire et elle vient dénouer tout ce qui paraissait inextricable. Et là, n'est-ce pas, la conscience de la conscience de la conscience n'est-elle pas, en dernière analyse, l'expression dialectique de la victoire du cynisme matérialiste bourgeois? D'abord, je n'aime pas qu'on dise « je n'y comprends rien ». On comprend toujours quelque chose. Je me rappelle, j'avais des proches dans ma famille qui n'étaient pas des intellectuels et qui, par curiosité, prenaient un livre au hasard chez moi. Ils avaient ouvert un bouquin de Kafka en disant « je ne comprends rien du tout là-dedans ». Alors, je lui faisais relire la phrase qui lui tombait sous le nez. Alors, le chien est entré dans la chambre et se mit à tourner autour, puis se dirigea tout droit vers la terrasse. Je lui ai dit bah, « là, pour l'instant, c'est quoi ?» Non, ça, je comprends. Mais voilà, il faut dire quand même. Non, allez, soyons sérieux. Pour vous rassurer, je vais situer ce qui fait qu'on n'arrive pas à tirer ça au clair d'une manière immédiate. C'est qu'on ne voit pas de rapport entre le sujet de cette phrase, la conscience de la conscience de la conscience, voilà le groupe sujet, et sa mise en relation avec, je cite, la victoire du cynisme matérialiste bourgeois, plutôt l'expression dialectique de quoi? De la victoire du cynisme matérialiste bourgeois. Quel rapport entre le cynisme matérialiste bourgeois et la conscience de la conscience de la conscience? Et bien là, vous voyez, en mettant les deux en rapport, ne serait-ce que pour dire que c'est ça qui crée la difficulté, on a déjà une occasion d'en dénouer une grosse partie. Je veux dire, je tiens un petit bout de fil pour filer ma métaphore
par lequel on pourrait dénouer au sens propre, comme font les marins ou les couturières, n'est-ce pas? De ce qui paraît ici un nœud, comment il dit, inextricable. Pour cela, et qu'il me corrige hein, quand il voudra par écrit ou par le même canal, il me semble qu'il fait allusion à une métaphore que j'avais employée, ou s'il n'y fait pas allusion, c'est encore mieux de se retrouver en relation d'analogie avec cette référence, mais c'est une métaphore. Quand j'avais parlé du sujet conscience, vous voyez, là on s'en rapproche, j'avais pris la métaphore du projecteur. Je dis, ah oui, pour faire comprendre, par exemple, peut-être l'essentiel de l'enjeu de la critique kantienne, de la connaissance, je ne parle pas de la morale de Kant, ou de la raison pratique, je parle de la critique de la raison pure, de son effort dans le domaine théorique, qui est de loin ce qui a fait couler le plus d'encre dans la postérité de Kant, n'est-ce pas? À l'époque des empiristes, le sujet était un miroir passif. L'empirisme, depuis Aristote jusqu'aux empiristes anglo-saxons qui sont encore dominants, surtout depuis que c'est un peu la pensée unique, n'est-ce pas? Depuis qu'il n'y a plus d'alternative en face, fut-elle continentale. À savoir, Kant remplace cette attitude passive du sujet, qui est résumée dans la formule scolastique. Si vous ne voyez pas de rapport avec la question que je viens de lire, ne vous inquiétez pas, je suis en train de l'établir. Donc c'est normal qu'on ne le voit pas tout de suite. Mais je fais des rappels pour ça. Ce côté passif du sujet miroir, que je lie à la position empiriste, empirisme au sens le plus courant, la vérité, c'est ce que je touche, ce que je vois, ce que j'entends, etc., ce qui me vient par les sens, par l'expérience, et l'expérience même pas scientifique, mais vraiment l'expérience immédiate, l'expérience sensible, celle qui nous vient par les sens, au sens strict, et le plus simple. Donc, le sujet y est passif. Si j'ai, par exemple, je viens de voir mon chat passer, c'est que ma rétine reçoit passivement, comme ça, n'est-ce pas, des rayons lumineux qui partent du chat et qui arrivent à ma rétine, et ainsi de suite. Puis après, ça se met à l'envers, à l'endroit, je m'y perds un peu, je ne suis pas oculiste, ni ophtalmologiste. Je vais me faire bientôt opérer de la cataracte, c'est peut-être pour ça que spontanément je prends des métaphores. Non, j'ai toujours pris des métaphores optiques pour faire comprendre Kant, vous allez voir. Cette position-là est admirablement résumée dans une formule qui remonte à Aristote, selon les commentateurs, et qui traverse toute la scolastique médiévale et qui fait encore autorité dans la pensée empiriste, je disais, à majorité anglo-saxonne, à savoir, il n'est rien dans l'esprit qui ne soit d'abord passé par les sens. On ne peut pas dire que c'est compliqué, ça. Il n'est rien dans l'esprit qui ne soit d'abord passé par les sens. C'est le d'abord qui est important, vous vous en doutez. Allez, vous voyez pourquoi c'est pratique ma métaphore optique. Ça revient à dire, il ne peut rien avoir dans un miroir s'il n'y a pas d'abord quelque chose devant le miroir. Peut-on faire plus simple? Pour parler du miroir, c'est très simple. Sauf que pour parler de l'esprit, ça le rend entièrement passif. Or, Kant va remplacer, tout en restant dans la métaphore optique, va remplacer le miroir par un prisme. Vous savez ce que c'est un prisme en optique? Il y a un rayon lumineux qui rentre, exactement comme l'image de mon chat tout à l'heure frappait ma rétine, mais ce qui sort après, l'image que j'ai, n'est pas le simple reproduction passive, le reflet, fût-il le plus fidèle possible, et sans aucune déformation faite par la pensée, les idées, les mots, le langage. Non, dans un prisme, il y a une lumière blanche qui rentre d'un côté et il en ressort des couleurs de l'autre côté, une lumière colorée. Il en sort l'arc-en-ciel, si vous préférez, le spectre des couleurs. Autrement dit, ici, ce qu'il y a entre ce qui rentre et ce qui sort, à savoir le sujet, on va se rapprocher de la conscience, le sujet n'est plus du tout passif, c'est au contraire une petite usine qui transforme la donnée, qui transforme la lumière blanche en lumière colorée, par exemple. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Leibniz, pour prendre le contre-pied
tout en l'intégrant de la formule traditionnelle, il n'est rien dans l'esprit qui ne soit d'abord passé par les sens, donc je vous le dis en latin pour comprendre la réponse en latin de Leibniz, nisi est in intellectu, dans l'esprit, dans l'intellect. Quod prius, qui d'abord, quod prius fuit, hein, fut in sensu, qui sera d'abord passé par les sens, nisi est in intellectu, quod prius fuit in sensu, point. Chez les empiristes, Leibniz met une virgule et ajoute « nisi intellectu ipse », sinon l'intellect lui-même. Admettons, dit Leibniz, que ce soit un miroir, mais ça n'existe pas, le miroir parfait. Un miroir est toujours un peu bombé, un peu inégal, avec des taches ici ou fêlées là-bas, plus ou moins clair, plus ou moins sombre. Demandez un peu aux astronomes ce que ça leur coûte d'avoir un miroir qui se rapproche un petit peu, vous voyez, de l'idéal qu'on n'atteint jamais. Hein, j'admire ceux qui transportent des miroirs qui seront au bout de télescopes, des miroirs qui font 5-6 mètres, plus que ça, de diamètre, qui doivent passer par les cols des Andes pour arriver, vous voyez, dans le désert du Pérou. Le climat est tellement sec qu'on a installé un immense observatoire les plus puissants au sol. Je ne parle pas des laboratoires, des télescopes qui sont dans l'espace, les satellites. Voilà, donc, ne nous égarons pas. J'ai pris une métaphore optique. Or, quand j'ai parlé de retour aux logiques du sujet, et là, je me rapproche brusquement de la question de Frédéric, j'avais comparé l'illusion de la connaissance avant Kant, avant que Kant n'exprime et ne dénonce cette illusion, à celui qui veut éclairer son jardin pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que son obsession, c'est de savoir comment est le jardin objectivement, c'est-à-dire quand lui, sujet, n'y est pas. Et pour ça, il l'éclaire. La nuit, il l'éclaire. Il l'éclaire. Plus son projecteur est puissant, 500 watts, 1000 watts, 2000 watts, 10 000 watts, 10 millions de watts, n'est-ce pas? Plus on voit chaque détail, mais on voit de moins en moins, n'est-ce pas? Ce qu'est le jardin, indépendamment du sujet, parce que s'il n'y avait pas de sujet, le jardin serait dans les ténèbres et on ne verrait rien. Donc il y a une incidence du sujet sur la manière dont empiriquement nous recevons l'objet. Voilà, je dis les choses tellement banales, et qui en plus ont une traduction physique plus compliquée que ce que je viens de dire, et qui n'est pas une dénonciation de toute méthode expérimentale, tant s'en faut, au contraire. C'est un raffinement de l'expérience. Je pense bien sûr aux relations d'incertitude de Heisenberg, qui exprime très bien que c'est par notre simple activité de connaître qui rend impossible une approche, une saisie objective de l'objet. Je donne un exemple très simple, mais pour repérer la position d'une particule, il faut l'éclairer, par exemple. Et pour l'éclairer, on la bombarde de particules lumineuses, de photons, ou d'ondes, comme vous voulez. Je ne tranche pas, ni entre ceux qui disent que c'est une particule, ni entre ceux qui disent que c'est une onde, ni dans ceux qui disent que c'est quelque chose qui réunit les deux. Mais en tout cas, il faut bien le bombarder avec de la lumière. Et ce bombardement change la vitesse de la particule et la fait changer de position, ainsi de suite. Vous voyez, bon, bref. Donc, or, le projecteur peut tout éclairer sauf lui-même. Et j'avais dit, sauf évidemment si on le met devant un miroir, mais ce n'est pas ça qu'il veut savoir. Et il a tort, c'est ça qui devrait faire. Connais-toi toi-même. Vous voyez comment on y revient toujours. Et là, on quitte les sciences pour la philosophie. Le sujet écarquille les yeux tout le temps. Il fait comme Oedipe, la tragique erreur d'Oedipe de chercher le coupable partout, en prenant des mesures draconiennes pour que celui qui ne dit pas tout ce qu'il sait, sur qui se permettrait de trouver une piste pour trouver le coupable, celui-là, on le condamnera au pire châtiment. Il cherche le coupable partout, à l'extérieur de lui. Il peut toujours chercher longtemps. Et donc, il faudrait que le projecteur s'éclaire lui-même. Et bien voilà, la conscience de quoi? Non pas d'un objet, pas la conscience là, de l'écran que j'ai en face de moi, ou de mon chat qui vient de repasser, mais la conscience de la conscience. Vous voyez la boucle qui s'appelle réflexivité, en mathématiques, la petite boucle qui fait lire à la relation R, non pas A, R, B, au sens A égale B,
ou A plus grand que B, ou A plus petit que B, ou D1 à droite, perpendiculaire à D2 ou parallèle à D2. Tout ça, c'est des relations, c'est ARB. Mais ARA, c'est ça la réflexivité. Donc, c'est plus une flèche qui va de A vers B, c'est une flèche en boucle qui retourne la question dans la gorge du questionneur. Qui es-tu, toi, qui poses la question, qu'appelles-tu? Vous voyez? Et là, on a éclairci ce qui veut dire la conscience de la conscience de la conscience. Parce qu'on a l'impression qu'on peut aller à l'infini comme ça. Dès l'instant que j'essaie d'avoir conscience de moi, ce n'est plus vraiment ce que je vise. Je n'obtiens pas ce que je visais. Puisque dès l'instant que j'ai conscience de moi, je n'ai plus affaire à moi comme sujet, mais comme objet. Mais alors quel rapport avec le cynisme matérialiste bourgeois? Et c'est là que Frédéric, le sachant ou ne le sachant pas, mais j'ai dit que c'est encore plus fort de sa part. S'il ne le sait pas, s'il n'a pas été informé de la chose, il arrive exactement à ce que je dis quelquefois, mais j'ai l'impression que mes auditeurs glissent un peu dessus, tellement qu'il y a peut-être quelque chose justement d'assez effrayant dans l'enjeu. C'est quand je parle de la catégorie dite du milieu. Je prends un mot très simple d'abord, le milieu. Vous savez, le milieu M du segment AB, je ne peux pas être plus simple. Et je prends en plus, vous voyez, non pas un point quelconque au milieu, quelque part d'un segment AB, mais je prends le point médian, vous voyez, plus simple à voir. Et rappelez-vous, parce que là, je crois que ça, par contre, chacun s'en souvient, enfin de ceux qui l'ont entendu, en supposant que j'ai peint AM à la peinture rouge et MB, la deuxième partie du segment, de parties égales, en bleu, chacun m'accordera que le point M est violet. Il est à la fois rouge et bleu, si vous préférez. Alors, où je vais en arriver? Au fait que le point M n'est pas clair. C'est un point aveugle. Et donc, je commence à comprendre cette histoire de cynisme. Moi, c'est le mot cynisme. Le cynisme, vous voyez, c'est un pur regard en l'absence complète de tout état d'âme. Rappelez-vous Primo Levi, c'est cet Italien qui a été prisonnier dans les camps de la mort, qui en a échappé par miracle, et qui raconte entre les choses effrayantes, mais je ne suis pas là pour faire le voyeur, il y a l'embarras du choix. Simplement, il avait arraché à une glace pendant qu'il travaillait un petit morceau de glace parce qu'il était assoiffé. Il était déshydraté et il était en train de sucer la glace quand l'autre lui arrache, un SS lui a arraché le glaçon. Et Primo Levi, enfin le prisonnier n'a pas pu s'empêcher de dire pourquoi. Warum denn? Es gibt kein Warum. La réponse, il n'y a pas de pourquoi. Pourquoi, c'est déjà un état d'âme. Qu'est-ce que tu fais intervenir le sujet là? Oui, ce regard bleu acier là, vous savez, ce regard comme ça, qui est un pur milieu, pas milieu au sens physique maintenant, comme on dit que les poissons sont dans l'élément marin. Alors cet élément se dit en allemand Mittel, milieu, Mittel. Chez Hegel, vous avez le terme élément, non pas au sens atomistique, l'élément au sens élémentaire, non, mais au sens de milieu, comme on dit, les oiseaux sont dans l'élément aérien, les poissons dans l'élément aquatique, et ainsi de suite. Élément, ça veut dire ici milieu ambiant. Donc, cette catégorie étrange du milieu qui est ni ceci ni cela, mais leur compénétration. Alors vous voyez, on parle aujourd'hui des rouges-bruns, par exemple. J'ai déjà été interrogé sur cette notion. J'ai dit qu'elle méritait une approche critique, simplement, avant d'absoudre, de glorifier ou de dénoncer. Comme dit Spinoza, il ne s'agit ni de rire ni de pleurer. Quand il s'agit de connaître, il s'agit de comprendre. Et là, quand il s'agit purement de comprendre, toute affectivité mise à part, tout état d'âme mis à part, alors c'est une faculté en nous, et une seule des trois grandes facultés
dont Kant a constitué toute notre connaissance, la sensibilité, l'entendement, la raison, mais c'est celle qui est au milieu, vous l'avez entendu, c'est l'entendement. C'est précisément l'intellect, la pure intelligence. Nisi est in intellectu quod priut fuit in sensu. C'est une catégorie du milieu. Alors, je développe le milieu. Ça peut être le moyen. Moyen, vous savez, chacun sait ce que c'est que le moyeu d'une roue. Une roue de vélo, elle a un moyeu. Ça veut dire encore le centre, le milieu, même si c'est un milieu de surface et non pas de segment cette fois. Vous voyez, je passe tout le temps du sens propre au sens figuré, mais parce que c'est comme ça que les métaphores agissent sur nous. C'est à partir d'objets bien concrets qui nous suivent tout au long de la métaphore, fût-elle la plus abstraite et la plus abstrayante. Où je vais en venir maintenant, en passant du milieu du segment au moyeu de la roue, au centre. Mais vous m'avez déjà entendu, en politique, dénoncer ce qui nous gouverne depuis si longtemps. Depuis si longtemps, au point qu'on se demande comment il a pu y avoir autre chose. À l'époque où on parlait encore des Trente Glorieuses, comment il y a pu y avoir cette autre chose qui était les Trente Glorieuses, alors que depuis, nous sommes dirigés non pas par la droite gaulienne, ou la gauche marxiste, non, mais par l'extrême centre. Vous savez cette formule que j'aime bien répéter, l'extrême centre, pour dénoncer. Voyez le cynisme de ceux qui font passer leur extrémisme par une modération. Et j'avais même cité l'une des dernières pièces écrites par ce grand dramaturge communiste oublié que fut Arthur Adamov. Je salue sa mémoire au passage. Le troisième de cette grande trilogie du théâtre de l'absurde, qui se ponctuait par les noms bien plus glorieux pour les deux premiers, de Beckett pour le tragique, Ionesco pour la version comique, mais de la même vision absurde, c'est pas la mienne, du monde, et Adamov. Et celui-là, il est passé à la trappe. Son nom a été oublié, alors qu'il était très connu à ce moment-là, dans les années 50-60. Et vous trouvez ses œuvres aux éditions de l'Arche. Et vous avez aussi de très beaux DVD sur ces pièces de théâtre. Je vous dis au hasard des pièces, des chefs-d'œuvre comme Ping Pong, comme Le Professeur Taran, comme Paolo Paoli, La politique des restes, Sainte-Europe déjà, Sainte-Europe. On compare l'Europe de Bruxelles au Saint-Empire, n'est-ce pas? Off Limits, qui se passe dans les milieux underground américains, Off Limits. Voilà, bon, je cesse de parler d'Adamov, sauf qu'il avait écrit vers la fin de sa vie cette pièce qui avait pour titre « Aime le modéré ». Bien sûr, en liaison à Aime le maudit. Aime le maudit, c'est un serial killer qui a une pression compulsionnelle qui fait qu'il doit égorger un enfant pour commencer à respirer jusqu'à ce que... Puis après, vous connaissez la suite du film, n'est-ce pas? La police le cherche et les truands. Il y a une course de vitesse entre le milieu et la pègre, qui en a marre de ce type parce que depuis qu'il existe et que l'opinion s'impatiente qu'on ne le trouve pas et que la terreur règne dans les quartiers populaires où il sévit, ce qui fait les rapts d'enfants dans les cours d'immeubles ou dans la rue. Du coup, le milieu n'aime pas trop que la police mette le nez un peu dans des affaires ou arrive dans des quartiers de non-droit, comme on dit maintenant, dans lesquels il n'avait pas coutume de venir, et donc le milieu décide de pincer le serial killer qui est joué par cet extraordinaire acteur qui est Peter Lorre, que vous retrouvez dans Casablanca, où il fait pas long feu, où il tombe sous les balles allemandes. Bref, Peter Lorre, grand acteur, aime le maudit, oui, et voilà que Adamov en donne la forme apparemment comique, mais qui est peut-être encore plus atroce, aime le modéré. Il est obsédé par être toujours dans le juste milieu, dans la modération. Et c'est ça qui fait des millions de morts, n'est-ce pas? L'extrême centre. Alors vous savez que ce soit centre-gauche ou centre-droit, la belle affaire. Mais c'est ce qui nous gouverne depuis si longtemps qu'on a oublié qu'il y a pu y avoir quelque chose avant peut-être. N'était l'histoire, mais l'histoire, c'est pas une discipline très glorifiée par les temps qui courent. Est-ce un hasard? Depuis le structuralisme, on privilégie la synchronie contre la diachronie. Vous savez que je suis un dialecticien, plutôt je prône, n'est-ce pas, l'approche dialectique. Vous avez remarqué, je ne dis pas méthode, l'approche dialectique,
l'approche dialectique de la dialectique immanente à ce qui est. Et c'est la raison pour laquelle, je veux dire, la vérité a autant besoin de la synchronie que de la diachronie. Mais justement, il ne s'agit pas d'anéantir l'histoire au profit des structures intemporelles, comme on a tendance à le faire depuis les 60s. Donc on commence à y voir de plus en plus clair le cynisme matérialiste bourgeois. Bon sang, c'est tellement gros qu'on ne l'avait pas vu. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit, ce paragraphe apparemment énigmatique. La bourgeoisie, mais c'est le moyen terme entre le prolétariat et l'aristocratie. Alors que l'aristocratie soit au sens historique, la féodalité monarchique, hein, ou qu'elle soit, comment on dit aux États-Unis, le roi de la sardine à l'huile ou le roi du ketchup. C'est les gens qui vous disent on est parti de rien, tu parles. Hein. Vous vous rendez compte du nombre de bouteilles Heinz qu'il y a dans les restaurants, dans les foyers, dans les familles, ketchup. Heinz, à chaque fois, tchop, 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 ça tombe dans l'escarcelle de Heinz. N'est-ce pas? Le roi du ketchup, c'est une aristocratie aussi. Et bien, entre ces extrêmes, n'est-ce pas, le MEDEF, le sous Wall Street, quoi. C'est pas la version cheap de Wall Street, le MEDEF. Et le prolétariat, vous savez, vous et moi, bon sang, les classes moyennes enrichies par l'immense concept gluscardien de couche moyenne. Parce que vous voyez bien que la classe moyenne, c'est trop extensif, ça comprend tellement de choses différentes. Hein. Parce qu'après tout, ni vous ni moi ne risquons de périr dans ces barques qui essayent de traverser la Méditerranée en fuyant la misère ou l'insécurité, ou les deux. Que 60 ans d'aide au développement ont instillé dans l'Afrique subsaharienne, entre autres, hein, parce que ça vient aussi du Proche-Orient, des régions en guerre. Et entre cette sous-humanité au niveau social, hein, je veux dire, ce sont les hommes les plus dignes qui soient, ceux qui tentent cet effort-là, je vous l'ai dit, avec leurs enfants et leurs femmes. Et que ce soit une occasion ici de leur rendre hommage. Et quand je pense que toute l'Europe connaît le nom de Navalny, cette espèce de crapule raciste, xénophobe, qui parle des Tchétchènes comme des insectes et des cafards qu'il faudrait écraser du talon, comme d'un grand héros de la liberté qui noircit des pages et des pages ou des heures de bulletins télévisés. Sauf depuis qu'il a cessé sa grève de la faim, ça fait 3 jours. Vous avez remarqué, on n'en parle plus. Comme quoi on n'avait rien à en foutre de lui, hein, soyez en passant. Parce qu'on devrait dire, il est sauvé, rassurez-vous. Non, du moment qu'il n'est plus à charge contre le pouvoir soviétique, ou moins, il est déjà moins intéressant. Mais surtout le fait qu'on en parle et qu'on parle 100 000 fois plus de lui que de chacun de ses héros et de ses héroïnes. Helden möchte ich nennen, ein Schweigen, die schönste Heldin. Fragment de Hölderlin. Des héros, je pourrais en nommer et passer sous silence la plus belle des héroïnes. Dont les cadavres jonchent les plages de Turquie ou de Méditerranée du Sud ou du Nord ou des îles grecques. On n'est pas cela. On n'est pas non plus le MEDEF. On ne possède pas des îles entières dans l'océan Indien, voire des archipels, certains. Donc on est dans la classe moyenne. Vous voyez que ça réunit des choses trop différentes, depuis le petit restaurateur qui à peine arrive à joindre le debout, ou qui commençait à y arriver lorsque les fermetures liées au Covid l'ont obligé à mettre la clé sous le paillasson, jusqu'à un grand médecin, peut-être pas connu dans le monde entier, mais dont les affaires marchent bien, qui a un joli bateau de plaisance, et puis tant mieux, moi, je n'ai rien contre la richesse. Je vais sur la manière de l'acquérir. Moi, je suis pour que tout le monde soit riche. Je ne suis pas pour amener... Je suis un peu le prolétaire, son plus grand désir, c'est de sortir de la dèche. C'est pas que tout le monde y rejoigne. Bon, c'est un autre débat, mais vous voyez, pas très éloigné. La bourgeoisie, c'est un terme trop vague, trop extensif. C'est celui qui n'est plus à la campagne. Sous-entendu, je ne parle pas de celui qui est en résidence secondaire. Il n'y a pas plus bourgeois. C'est même
le comble du bourgeois, lisez l'admirable chapitre de Gluskar sur les maisons de campagne, j'en ai lu une partie il y a 2 ou 3 fois, 2 ou 3 séances, extrait du Capitalisme de la séduction, regardez la table des matières du Capitalisme de la séduction et regardez à la fin du volume La maison de campagne. Je l'ai déjà dit, ça vaut son pesant d'or, c'est un vrai poème en prose. Et non, il ne s'agit pas alors justement d'un très grand médecin parisien, je dis d'un médecin ou d'un patron d'une usine pharmaceutique qui se porte pas mal sans être dans les grandes trusts du Big Pharma, et qui du coup s'est payé une villa dans le Luberon, et puis un chalet à Megève, et puis une petite maison sur la plage en Corse, là, vous voyez. Ça, avec le petit restaurant dont je parlais, où ça turbine comme des fous à la plonge, mettre tout ça dans la catégorie classe moyenne, c'est trop extensif. C'est pour ça que Gluskar a parlé des couches moyennes, celles qui apparaissent à partir de la fin des 60s. Tiens, ça alors, 68, la fin des 60s, c'est curieux hein, comme coïncidence, vous voyez, hein, et qui sont produites par le nouveau capitalisme. C'est toujours le capitalisme, plus que jamais, hein. Mais il a trouvé une nouvelle manière de perpétuer sa domination. C'est de ne plus être le capitalisme de papa, l'effort, le travail, l'épargne. Mais non, si vous commencez à épargner, je veux dire, on fait faillite. Il faut que les gens claquent, n'est-ce pas? Et l'illusion d'appartenir à la société de consommation. C'est-à-dire, bon sang, de revenir au milieu. Vous voyez, ce concept s'enrichit au fur et à mesure que je le prononce. Maintenant, le milieu, c'est le marché. Le marché, c'est le moyen terme entre deux producteurs à l'origine. Au Moyen Âge, où la bourgeoisie était même pas embryonnaire, ou alors, je veux dire, il fallait vraiment un microscope pour en découvrir les premiers germes. Les pieds poudreux, comme on les appelait, parce que c'est les gens qui marchaient sur les routes en terre de l'époque, les pieds poudreux. Oui, un type qui produisait, je dis n'importe quoi, des objets en bois ou des fromages quelque part en altitude, il les descendait dans la vallée, les marchés étaient dans la vallée, au confluent des rivières, au confluent des routes. C'est ça un marché à l'origine. Il faut marcher pour y arriver. Mais oui, c'est de là que ça vient tout ça. D'accord? Et là, il se trouvait avec un forgeron et il pouvait échanger ses fromages, que l'échange soit monétaire ou en nature, peu importe, ici il était déjà monétaire, euh, euh, il pouvait échanger ses fromages contre une lame, des couteaux, voire exceptionnellement une petite gâterie pour sa femme, un petit textile, une jolie petite collerette. Les deux producteurs éloignés se retrouvent au milieu, au marché. Le marché, la vitrine, la partie qu'on montre, et donc qui n'est pas la vérité. Lisez bien Marx, ce petit opuscule qui s'appelle Achat et vente de la force de travail, enfin, qui s'appelle Salaire, prix, profit, pardon, c'est le titre dans lequel vous avez un chapitre capital, Achat et vente de la force de travail, qui consente ce qui va être développé dans la théorie de la plus-value dans le capital, n'est-ce pas? Et vous verrez qu'il ne faut jamais confondre la vitrine et l'arrière-boutique, celle où on produit, celle qu'on cache, le monstrueux, l'obscène. Non, il faut regarder Berlin-Ouest. La vitrine de l'Occident qu'on montrait aux populations qu'on avait rasées, aux populations martyrisées, qui avaient laissé 30 millions de cadavres sur le terrain et 70 000 villes détruites, pendant que les États-Unis, je m'en félicite pour le peuple américain, moi c'est pas un reproche, mais il n'y a pas eu une brique d'une maison, d'une ville, fut-elle qui eût subi la moindre éraflure pendant le plus grand cataclysme de tous les temps, la Deuxième Guerre mondiale. Et tant mieux pour eux, moi je ne déplore pas, n'est-ce pas, qu'il n'ait pas été détruit, je déplore que ceux qui ont fait le plus grand sacrifice pour nous libérer de la botte nazie, on venait à Noël faire un bling-bling, regardez nous, comme on est riche à l'Ouest, là, vous ne voulez pas abandonner vos conneries de communisme et passer à l'Ouest.
on vous donnera 5 marques pour un marque de l'Est. Là. Bon, je dis des choses familières à ceux qui ont connu ces époques-là et ces lieux-là. Mais dites ces mots, ma vie, retenez vos larmes, comme dirait Aragon. Le marché, le milieu, c'est tout ça. La victoire du cynisme matérialiste bourgeois, bon sang, mais il est excellent, Frédéric, là. Parce qu'il rejoint ma dernière intervention, mais à moins que c'est ça qu'il ait mis sur la voie, je ne sais pas. Parce que comme il a une forme très concentrée, je veux dire, peut-être qu'il fait exprès de rester, c'est bien formulé d'ailleurs. Moi j'apprécie, là, je ne fais pas un reproche quand je lui dis que c'est allusif, énigmatique, c'est presque aphoristique. Il rejoint mon intervention où je dis que l'idéologie dominante aujourd'hui de la bourgeoisie, ouais, j'ai dit que je ne voulais pas me servir de mots trop extensifs, mais du capital dans sa version la plus actuelle, pour dire une chose déjà beaucoup plus mesurable, car nous parlons entre bourgeois là. Mais les bourgeois que nous sommes ne sommes pas tous des capitalistes. Attention, faux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, non, vous croyez qu'un capitaliste c'est un riche, vous n'avez rien compris. Non, non. Un capitaliste, c'est ni riche ni pauvre, c'est celui qui commence par le capital. Et non pas par le travail pour acquérir le capital. Qui commence par le capital. Mais ça, on en parlera une autre fois. C'est la différence entre MAM et AMA. Entre marchandise, argent, marchandise, vous vous rappelez, le marché. Celui qui fait des fromages et le forgeron, chacun fait une marchandise. M. Ils se retrouvent au marché ou avec de l'argent A. Ils s'échangent, n'est-ce pas? Marchandise, argent, marchandise. Alors que le capital, c'est argent d'abord. A, n'est-ce pas? Avec l'argent, j'achète une marchandise, la force de travail du prolétariat, et avec cette force de travail, elle me fait gagner de nouveau de l'argent. A, M, A'. Elle me fait gagner plus d'argent que je n'en ai mis. Bon. Je le dis comme ça, très schématiquement. Vous voyez que ça mérite qu'on y revienne. Mais vous voyez que c'est au milieu que ça se passe à chaque fois. C'est le M ou le A au milieu. Vous voyez, Or, dans ma dernière intervention, j'ai dit que l'idéologie dominante du capital d'aujourd'hui, ce n'est pas l'idéalisme. Je ne suis pas en train de défendre l'idéalisme. Je constate que concentrer ces attaques d'une manière obsessionnelle contre l'idéalisme, comme si on était encore à l'époque d'un Pulitzer, et bien sûr d'un jeune Marx, hein, parce qu'après, à partir des tests sur Feuerbach, il rappelle tout d'un coup que l'idéalisme a mis en exergue l'activité du sujet. Comment on y revient? Ce que ne faisait pas le matérialisme de Feuerbach. Un matérialisme qui manquait singulièrement de dialectique. Et surtout de dialectique historique. Parce qu'il y en a encore qui veulent revenir à Démocrite. Bon. Moi, je pense que la vision qu'a Démocrite de l'atome est plus idéaliste que l'idéalisme de Leibniz, par exemple. C'est un point de vue. C'est intéressant de discuter entre spécialistes. Mais là, nous ne sommes pas spécialistes, nous sommes en public. Soyons démocratiques. Idéologie dominante, je fais un suspense exprès d'aujourd'hui, c'est le néopositivisme. Il parle de cynisme matérialiste, mais nous y voilà. Eh ben, de quoi vous vous plaignez? Vous êtes marxiste, qu'est-ce que vous avez contre le matérialisme? Ah non, non, non. Le matérialisme historique s'oppose au matérialisme naturaliste, c'est-à-dire la matière réduite, ce qui reste de la matière, quand on a fait abstraction de tout ce que l'homme a transformé depuis l'apparition de l'homme sur Terre, des dons, c'est-à-dire lorsqu'on réduit l'histoire à zéro, quel anéantissement. Comme on dit à l'époque nazie, quel Vernichtung, l'anéantissement. Vous croyez que je fais les amalgames? Je suis loin du compte. Je suis loin de... On n'est pas là pour terroriser les populations, après tout. Mais voilà où m'emmène la question de Frédéric. La conscience de la conscience de la conscience, n'est-ce pas? La conscience, à force de se chercher et de se fuir elle-même, parce qu'au fur et à mesure qu'elle se recherche, elle se fuit, puisqu'elle veut se saisir,
mais elle est le saisissant, elle ne peut pas être le saisi. C'est Auguste Comte, un positiviste, et non pas un néo-positiviste, qui disait très judicieusement: on ne peut pas être à la fois au balcon et se regarder passer dans la rue. C'est ça que voudrait faire la tentative d'être la conscience de la conscience de la conscience. Il s'est arrêté à 3, il aurait pu aller à 10 000. Hein. Vous voyez, vous êtes déjà passé devant des miroirs qui se font face. Vous voyez votre image reflétée à l'infini. Alors, je m'arrête là pour l'instant, pour ce qui est de la question de Frédéric, et je vais lire une autre question. Ils ne se sont pas du tout concertés. En superposant les deux textes, ils s'éclairent mutuellement. Et le fait de les superposer devrait contribuer à diminuer l'obscurité due à la forme elliptique du texte précédent et allusive, ou là, au contraire, Laurent, vous allez voir, est très explicite, mais d'une manière extrêmement théorique et abstraite qui peut demander un effort inhabituel à ceux qui n'ont pas coutume de manier les concepts, mais plutôt de se mouvoir dans ce que Hegel oppose au concept, les représentations. Allez, avant de lire son texte, je vais vous donner un exemple très simple, et vous n'oublierez plus l'abîme qui sépare le concept de la représentation. D'abord, je vous le dis tout de suite, on est tous dans la représentation au départ. Hein. Mais enfin, de là à s'élever au concept, c'est plus difficile. Donc, voilà. Prolétaire. Je dis le mot prolétaire immédiatement. Chez les uns, chez les autres, chez les unes, vous avez des représentations. Vous ne pouvez pas vous empêcher, même visuelles. Il y en a qui les voient en bleu de travail déjà. Colmar, j'en sais rien, moi, je veux dire, vous voyez, ou un type de l'époque de Zola, là, qui va à l'assommoir un peu aviné, prolétaire. Je remplace l'image par des mots, par des concepts. Celui qui n'a que ses chaînes à perdre, c'est la définition par Marx du prolétaire. Ce n'est pas une définition, mais c'est un prédicat qui caractérise le prolétaire, qui le détermine. Et dans déterminer, il y a déjà défini, terminé, fini. Ça se rapproche d'une définition. Le prolétaire est celui qui n'a que ses chaînes à perdre. Alors là, qu'il soit en col bleu ou en col blanc, quelle importance. Qu'il soit prof dans un lycée non titulaire, ou titulaire menaçant bientôt de faire disparaître le secteur public, éducation nationale, de le remplacer comme le rêve Macron et tous ceux qui sont derrière lui. Pour l'instant, ils n'y arrivent toujours pas, mais ils poussent dans ce sens pour les remplacer par des agences. Des agences qui vont s'occuper de notre santé, de notre éducation, n'est-ce pas, à partir de firmes privées. Même si avec le Covid, on s'est aperçu de la catastrophe, n'est-ce pas, où la gestion privée a entraîné nos hôpitaux, et je ne parle même pas de ce que sont devenus nos lycées. Je ne parle pas de ceux qui y enseignent, même s'il y a à boire et à manger. Je ne suis pas en train ni de sanctifier, ni de condamner le corps enseignant. En tout cas, il a du mérite à travailler dans les conditions où on le fait travailler. Voilà. Je vais lire le texte de Laurent, mais vous voyez, le prolétaire est celui que ses chaînes à perdre. Celui qui est dans la représentation correspond à ce que vous aviez dans l'esprit quand vous représentiez le prolétaire, mais qui, à une toute petite échoppe sur la rue, là où il plastifie des cartes d'identité ou des permis de conduire, celui-là est déjà propriétaire d'un moyen de production qui est sa petite machine à plastifier. Il n'est déjà plus dans les prolétaires. Il n'a pas que ses chaînes à perdre, il a un petit capital, un petit fonds de commerce. Le prolétaire, c'est celui qui n'a que sa force de travail pour lui rapporter. Si on lui fait cesser de travailler pour une raison ou pour une autre, il ne lui reste plus rien. Vous voyez l'enjeu de remplacer une représentation par un concept. Allez, je passe à la question de Laurent, qui est dans les concepts. Donc, bonsoir, pourriez-vous commenter, s'il vous plaît, ce passage que je pressens décisif de l'introduction de L'être et le code de Michel Clouscar? On y revient. Donc, Clouscar écrit ceci: « Nous voulons donc montrer d'abord en quoi la démarche critique de Kant peut être considérée comme légitime, avis à tous ceux qui croient que
Gluskar passe son temps à pourfendre le kantisme alors qu'il pourfend le néo-kantisme, et il va jusqu'à dire que Kant fait partie, dans la séquence qui va de Rousseau à Lénine en passant par Kant lui-même, Hegel et Marx, la philosophie dite de la Révolution française, c'est un concept construit par Gluskar. Nous voulons donc montrer d'abord en quoi la démarche critique de Kant peut être considérée comme légitime, puis, donc dans un deuxième temps, comment le sujet transcendantal, notion kantienne, voilà la fameuse conscience qui est derrière toutes les consciences. Ah, vous voyez comme les deux questions se tiennent. Ah, excusez-moi, je vous avais dit essayer de deviner le point commun, je suis en train de le dire. Hein, bon, allez. C'est intéressant de superposer les deux, ça c'est clair, vous voyez bien. Hein. Kant dit « le je pense », c'est ça le sujet transcendantal, le je pense. Je suis emprunté à Descartes, le cogito. Cogito veut dire je pense en latin, c'est la première personne du verbe penser. Le je pense doit pouvoir accompagner toutes mes représentations, justement. Que je me représente comme roi ou comme pauvre hère, comme homme, comme femme ou comme les deux, peu importe. Et qui vous dit, monsieur, que je suis un homme? Peu importe. Mais dans tous les cas, ces représentations doivent être accompagnées par la conscience. Le je pense, le je transcendantal doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. Et là, vous voyez bien que le je transcendantal, c'est pas François-René Descartes qui a un grain de beauté sur la narine gauche, ou Kant qui a des petites manies d'allemand régulier, sa petite promenade tous les jours, et qui avait accroché ses mouchoirs au plafond à des cordes pour ne pas perdre de temps à les chercher dans ses poches tellement qu'il était assidu au travail. Ça, c'est tout ce qui est individuel, propre à chaque individu. Le je pense, c'est le même en chacun de nous. C'est le projecteur qui n'éclaire rien, pour l'instant, dont la lumière est déchaînée, ou un moteur qui ne fait tourner aucune roue. Attention, ça s'emballe, ça peut être dangereux. Un moteur qui n'embraye sur rien. Le je pense, le milieu, le voilà. On croit que c'est la source, en fait c'est le milieu dans lequel baigne, vous voyez le milieu marin pour les poissons tout à l'heure. Le milieu dans lequel baignent toutes mes représentations. Le je pense doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. Voilà, donc je reprends la citation maintenant qu'on l'a éclairé par ce concept kantien que j'ai explicité et qui met cette question en relation avec la conscience de la conscience de la conscience. Nous voulons donc montrer d'abord en quoi la démarche critique de Kant peut être considérée comme légitime, puis, autrement dit, soupçonner que le sujet n'est pas seulement un truc passif comme ça, mais être une usine de transformation. Et il faut bien prendre conscience de tout ce qui nous apparaît, de ce qui vient de nous et de ce qui est apporté à nous, pour n'être ni idéaliste, ni bêtement réaliste, mais être intelligemment réaliste, matérialiste comme vous voudrez. Nous voulons donc montrer d'abord en quoi la démarche critique de Kant peut être considérée comme légitime, puis comment le sujet transcendantal se pervertit en un idéalisme subjectif réactionnaire. Et oui, ce sujet transcendantal, si vous le séparez de son contenu, si vous oubliez l'énoncé de Husserl qui dit, avec sa prudence épistémique, qu'il honore, toute conscience est conscience de quelque chose, une conscience pure, conscience qui ne serait conscience que de la conscience, c'est pas être une conscience sans objet, le sujet pur, le sujet transcendantal. Là, on fait de ce qui devrait être sujet, on fait un objet, on fait une chose. On réifie, on choséifie ce qui est le moins chose. On fait de l'acte, car penser, c'est une activité. La Tätigkeit, disait Marx dans les thèses sur Feuerbach, que l'idéalisme a su développer. Cette activité, quand on en a fait une matière mécanique, on la choséifie, on est retombé de l'acte dans l'être. Et après, vous vous étonnez que je sois méfiant à l'égard de l'ontologisme déchaîné dans l'idéologie dominante. Voilà. Donc, il est bien clair, il me semble, n'est-ce pas, que avant même de poursuivre la question jusqu'au bout, ce que je vais m'empresser de faire, vous voyez déjà le rapport entre ce sujet transcendantal qui, au dire de Gluskar, lorsqu'on l'isole, lorsqu'on le substantifie, voilà le terme, lorsque du sujet on le fait retomber dans la catégorie de la substance,
Nous voulons donc montrer d'abord en quoi la démarche critique de Kant peut être considérée comme légitime, puis comment le sujet transcendantal se pervertit en un idéalisme subjectif, si encore c'était l'idéalisme dialectique, réactionnaire, autrement dit, on n'est pas très loin tout à l'heure du cynisme de la bourgeoisie, autrement dit l'accession au sujet de la connaissance. Ça, c'est tout l'itinéraire qui va de Descartes à Kant. L'accession au sujet de la connaissance étant révolutionnaire, c'est une catégorie politique, c'est Guiscard qui parle, à l'égard de la connaissance empirique, irrationnelle du moi psychologique, la réification, ce qui ça veut dire reste, c'est la chose en latin, la choséification de ce sujet transcendantal en un savoir de classe, empirique et sensible, ce savoir de classe qui est présent dans toutes les facultés qu'on appelle de sciences humaines ou de sciences sociales, un savoir de classe empirique et sensible, fondement de l'anthropologie parcellaire, sera révélatrice. Oui, les deux textes sont quand même pas très difficiles à superposer. L'accession au sujet de la connaissance est un révolutionnaire à l'égard de la connaissance empirique, irrationnelle du moi psychologique. Et la réification de ce sujet en un savoir de classe, bien sûr complètement à l'insu de l'individu qui en fait état. Autrement dit, il faut bien distinguer chez Descartes l'extraordinaire potentiel révolutionnaire qu'il y a dans l'initiative cartésienne, ce qui n'existait pas avant lui, je vais y revenir, pour le résumer et le condenser d'une manière qu'on ne puisse pas en oublier l'essentiel. Coexiste dans l'œuvre de Descartes avec, au contraire, l'émergence d'une bourgeoisie ou d'une noblesse de robe, ce qui revient un peu au même, n'est-ce pas, qui va constituer progressivement l'appareil d'État de la monarchie absolue et qui préfigure les futurs cadres de la bourgeoisie. Regardez bien nos rois, et c'est pas bête, ils s'entouraient de bourgeois. Hein. Les Colbert, les Louvois, les Vauban, les Choiseul, le ministre de Louis XV, grand diplomate, et compagnie, je veux dire, je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien, je dis que c'était un fin diplomate. Et viennent de cette classe moyenne à l'époque, n'est-ce pas, de la bourgeoisie, qui a tout le pouvoir juridique, économique, financier, mais sauf le pouvoir politique. Excusez du peu, elle ne l'aura qu'après la Révolution française. Eh bien, chez Descartes, les deux coexistent. Je vous en donne une illustration maintenant. Ce qui fait dire à Guiscard que chez Descartes, vous avez ce côté révolutionnaire, que je vais préciser encore une fois, mais vous avez aussi commence à émerger cet appareil d'État, de l'encadrement de la féodalité monarchique, ou de la monarchie féodale plutôt, qui se constitue comme ce qu'il appelle le savoir de classe. Et ce savoir de classe doit éliminer tout ce qui est la production au sens manuel du terme, que Rousseau sera le premier à réhabiliter au siècle suivant. Il faut qu'Émile apprenne un métier manuel. C'est une autre histoire, qui vient bientôt après Descartes. Alors, je vais illustrer les deux aspects de Descartes maintenant, pour mettre les deux textes et les deux questions ensemble, n'est-ce pas? Lorsque, je vais commencer par le Descartes négatif, c'est bien sévère, hein, je veux dire, par celui qui, effectivement, n'exprime rien d'autre que les intérêts de sa classe émergente, qui redresse la tête à ce moment-là. C'est une petite noblesse de province, mais il est moins élevé socialement qu'un président du Parlement de Bretagne ou d'Aquitaine, hein, c'est pas, ou de Bordeaux. Lorsque Descartes pose l'extraordinaire question dans le morceau de cire, n'est-ce pas? Lorsqu'il montre que le morceau de cire, au départ, c'est quoi ce morceau de cire? Et comme nous tous, il est empiriste d'abord, spontanément, il dit quelque chose qui est blanc, qui sent le miel des fleurs dont il a été recueilli, qui a une couleur blanche, qui a une forme cubique, etc., etc., etc. Mais voici que cependant que je parle, on l'approche de la flamme d'une chandelle, le blanc devient jaune, sa grandeur augmente, la chaleur dilate les corps, le blanc devient jaunâtre et cramé, si vous préférez, il ne le dit pas comme ça.
Bref, tout ce par quoi je l'ai défini en termes sensibles, de ce qui était objet de mes sens, a changé. Et au lieu de changer de mots, de dire tiens, il y avait la cire, maintenant il y a autre chose, non, je garde le sujet grammatical et je change les épithètes. La cire était blanche, elle est devenue jaune. Descartes a le mérite de poser la question. Ce que ne fait pas la langue courante qui continue à garder la permanence de la cire dans le mot. Descartes va jusqu'à dire « la même cire demeure-t-elle après ce changement ?» Là, il va très loin. Là, il est sur le chemin qui mènera à Kant et à la pensée de la révolution. Et là, il est révolutionnaire. Et il est encore plus par un autre point que je vais souligner après, mais j'ai dit que je commençais par son côté négatif. Point à la ligne. Certes, elle demeure et personne ne le saurait nier. Certes, elle le demeure, c'est bien la même cire. Il n'a pas eu le temps d'examiner si c'était la même ou pas. À peine a-t-il posé la question que, comme pris de peur devant sa propre question, il verrouille la réponse avec ce mot si peu cartésien. Certes, elle demeure et personne ne le saurait nier. Sans doute, sans crible, sans passer au crible. Donc, il ne s'agit plus de savoir ce que c'est que cette cire dû trouver, quelles épithètes lui conviennent, et non plus de savoir si c'est vraiment là encore la cire, le morceau de cire. Voilà. Donc, pour vous montrer que Descartes ne peut pas être tout le temps il est tellement innovateur qu'il ne peut pas être tout le temps au sommet de ses innovations. Il reste encore quelqu'un, même par bien des côtés, quelqu'un de la Renaissance, soit de savoir encyclopédique de toute la discipline. Il appartient plus, d'ailleurs, c'est ce qui lui correspond hystériquement à l'âge baroque qu'à l'âge classique qui va suivre, qui est plus sombre, plus pessimiste, et qui humilie la connaissance, alors que Descartes montre qu'elle peut aller jusqu'à l'infini, n'est-ce pas, limitée que par la faible durée de ma vie, etc., etc. Maintenant, le Descartes le plus révolutionnaire. Oh, je ne veux pas chercher loin. Je ne vais pas chercher un truc rare, des textes. Non, je vais chercher la première phrase de son ouvrage le plus connu. Mais oui, cette fameuse phrase. Vous savez, il avait appris à faire des discours. C'est un discours de la méthode. Un discours à l'époque, c'est extrêmement élaboré au niveau formel. Car à l'époque, il y avait une discipline qui l'emportait sur toutes les autres quand on faisait ses études. Et dans laquelle Rimbaud était le premier, donc qui a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'était la rhétorique. En classe de littérature, on apprenait d'abord la rhétorique avec ses figures. Comment on construit un discours, comment on commence par une exorde, et comment on finit par une péroraison avec des développements. Moi, je passe. Ça, Descartes le savait admirablement. Il avait appris ça chez les oratoriens, n'est-ce pas? Les frères oratoriens, où il a fait ses études au collège de la Flèche, où il y avait déjà l'avant-garde de l'intelligentsia, si je puis oser cet anachronisme de son époque. Or, quelle est cette première phrase célébrissime en français, car Descartes tenait pour cet ouvrage décisif qui est comme un pavé qu'on jette dans la mare. Il tenait à ce que tout le maximum de gens alphabétisés puissent le lire, qu'il ne soit pas en latin mais en français. Donc, pas adressé seulement à la communauté intellectuelle des savants, ça c'est le latin, mais en français. Et ça commence par, en français, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Il savait qu'il fallait commencer par quelque chose qui surprend, qu'on ne comprend pas tout de suite. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et tout de suite d'enchaîner, car chacun s'en croit si bien pourvu. Autrement dit, chacun s'efforce d'être un peu plus musicien, d'être un peu plus mathématicien, selon ses goûts, selon ses visées, mais personne ne demande à ce qu'on lui donne plus de bon sens. Ce qui est bien la preuve, dit Descartes, très ironiquement, qu'on l'a. Mais c'est quoi ce bon sens? Le vocabulaire n'est pas fixé. On n'est pas dans Kant, il n'y a pas des mots comme apagogique, ostensif, impératif hypothétique, catégorique, que sais-je. Non, pas besoin. On n'est pas encore dans la pneumatologie rationnelle. Ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué tout ça. Si, c'est compliqué, mais c'est pas difficile. Une fois qu'on a les définitions, c'est rien du tout. Et Kant les donne avant de s'en servir. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Par contre,
Descartes est d'autant plus difficile que le vocabulaire n'est pas fixé. Donc il précise un petit peu après, quelques pages après, le bon sens, la faculté de distinguer le vrai d'avec le faux, ou l'entendement, ou la raison. Pour lui, c'est un peu ces mêmes mots, tout ça. La faculté de distinguer le vrai d'avec le faux. Mais ce qu'il dit, le plus important, c'est la deuxième partie de la phrase, est la chose du monde la mieux partagée. Il y a une égalité de tous les hommes. Voilà en quoi c'est une bombe révolutionnaire. Des hommes purement hommes, il le précise après. Je ne parle pas de ceux qui sont secourus par la grâce. À l'époque, il fallait ménager l'Église qui venait de condamner Galilée. Mais l'homme non secouru par la visitation divine ou la grâce, c'est-à-dire cédant uniquement des ressources de sa propre intelligence, de son bon sens, qui lui fait dire que si A égale B, alors B égale A, la faculté de distinguer le vrai d'avec le faux. Ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il dit qu'elle est égale en chaque individu. Il n'y a pas de privilège à ce niveau-là. Ça, c'est pas dû à la naissance. Dire ça à l'époque où pour être noble, il fallait naître noble, c'est énorme, car toutes les autres différences de valeur sont partagées de cette manière. N'est-ce pas? Vous voyez? Quelqu'un qui est d'une classe inférieure, il est forcément sale, il est forcément vicieux, il a tous les défauts qui vont avec son rang, ou plutôt son absence de rang. Voilà, donc vous voyez, le plus révolutionnaire chez Descartes, c'est cette toute première phrase, le bon sens. Hein, ce levier dont Archimède disait qu'avec ce levier, on pourrait soulever le monde, ce bon sens, hein, qui fait résider en gros sur le principe de non-contradiction, hein, la faculté de distinguer le vrai d'avec le faux. Si A égale B, je me contredirais de ne pas en conclure que B égale A. C'est pas que ce serait faux à l'extérieur, c'est que c'est moi qui me contredirais. C'est le bon sens, n'est-ce pas, m'enjoint de l'éviter. Voilà, je n'irai pas plus loin pour ce soir, mais je vous montre que nous passons notre temps à rôder avec cette faculté du milieu entre toutes qui est l'intellect, le bon sens, l'entendement, qui n'est ni la sensibilité que nous partageons avec l'animal, qui a des sens aussi. Et je dis même que la truffe d'un chien est sans doute plus sensible que notre odorat. Je ne parle pas de l'audition de la chauve-souris, vous savez, qui entend les ultrasons, qui lui permet de se guider au sonar, n'est-ce pas? Alors que nous sommes dans un spectre auditif beaucoup plus restreint. Pas pour les dauphins, hein, pareil, les baleines, c'est pas, qui marchent avec des vibrations dans l'eau comme ça. Ça, c'est la sensibilité. Et puis il y a la raison, à l'autre extrême, n'est-ce pas, qui est la faculté des fins. Ça, c'est pas l'objet des sens. La fin, c'est ce qui n'est pas là. Comment voulez-vous que je la vois, n'est-ce pas? Un tableau de présignalisation qui vous dit stop à 150 mètres, vous dit il y a un stop au loin, télévision, voir au loin. Pas la téléologie, la science des fins. Voilà, je vous laisse sur cette superposition des deux questions. J'espère que, en essayant d'éclairer les questions, j'ai éclairé un peu ma réponse à ceux qui les posaient. Et de toute façon, je ne manquerai pas d'occasion d'y revenir les toutes prochaines fois. Je vous remercie en tout cas de l'effort que nous avons fait ensemble, que nous ayons été un petit peu athéniens ce soir, puisque Hölderlin aime à dire que le principal de ce qu'il regrette dans la Grèce, c'est nul n'était seul à supporter la vie. Donc, pour défricher certaines vérités, il ne faut pas être seul, il faut votre contribution. Et c'est pourquoi je vous remercie le plus sincèrement qu'il est possible.